C'est un homme politique dont les analyses sur les plateaux de télévision et autres canaux de communication ont toujours suscité moult interprétations. D'aucuns lui ont même prédit un avenir de conseiller municipal ou de députés lors des récentes municipales et législatives de 2020. Malheureusement, ça ne sera pas le cas. Malgré cet échec, l'homme n'entend pas abandonner son combat politique, encore moins celui qui semble l'opposer à certains de ses camarades politiques de l'UDC. C'est un secret de polichinelle. La présidente par intérim de l'UDC est dirigée par Patricia Damjoya. C'est connu de tous depuis quelques jours. Choix fait lors des assises de Fumban en date du 24 avril 2020 en absence du premier vice-président de la dite formation politique. Un fait qui a suscité moult interrogations. Mesdames, Messieurs, notre invité est Cyril Sambaka, premier vice-président de l'UDC, entendez l'Union démocratique du Cameroun. Avec lui, ce jour, on parlera de sa biographie. On évoquera également l'actualité sanitaire actuelle du fait du coronavirus et également son actualité sous sa casquette d'homme politique. Il est déjà confortablement installé sur le fauteuil rouge. Bonsoir, Cyril Sambaka. Bonsoir, Otto. Bonsoir à tous les téléspectateurs de STV. J'imagine que vous allez bien. Je vais très bien, je suis en forme. Et vous pouvez le constater quand même. Alors, s'il vous était demandé de faire votre biographie, qu'est-ce qu'on devrait retenir? Ben, je dois dire que mon parcours a été conditionné par plusieurs choses. La première chose, c'est déjà à ma naissance, parce que quand je nais, mon père choisit de m'appeler Sambaka. Je suis de la famille Mbaka. Et lui, il est Sam. Donc, il me choisit comme son homonyme, c'est-à-dire celui qui doit rester auprès de lui. Et cela s'est avéré vrai tout au long de ma vie. Donc, j'ai eu des frères et des sœurs qui se sont envolés, allés chercher des diplômes en métropole. Ils sont surdiplômés. Moi, par contre, au niveau de l'enseignement supérieur, qu'est-ce qu'on peut dire? Je suis multifonctionnel, c'est-à-dire que j'ai fait de la comptabilité, j'ai fait du droit, j'ai fait de l'économie et, ma foi, jamais à la recherche du diplôme. Parce que déjà, je dois vous le dire, quand j'ai perdu mon bras adolescent, mon père m'a demandé « Qu'est-ce que tu veux faire ?» J'ai dit ben, « Tu vois bien qu'il me restait un bras. Je veux bien travailler pour mon compte personnel. » Donc, dans sa tête et dans la mienne, c'est l'école de la vie qui était prioritaire. Et je crois que cette école de la vie, je l'ai continuée, je la continue jusqu'aujourd'hui. C'est cela. Alors, depuis le 17 mars 2020, les Camerounais sont soumis au respect des gestes barrières du fait du coronavirus. Pour l'État du Cameroun, il est important d'éduquer les Camerounais pour qu'il n'y ait pas contamination et propagation de cette maladie à coronavirus. Qu'est-ce que vous inspire cette pandémie? Je dois d'abord dire que c'est une très bonne chose pour l'Afrique, que ce qu'on prévoyait pour l'Afrique n'est pas en train d'arriver. Néanmoins, en ce qui concerne le Cameroun, il faut avouer que dans les pays africains, le Cameroun est l'un des plus touchés. Il faut qu'on en prenne bien conscience. C'est aussi l'un des pays où il y a beaucoup de recherches dans la pharmacopée traditionnelle qui permet, n'est-ce pas, sinon de soigner, mais d'avoir déjà des gens qui ne développent pas la maladie. Donc je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est de pouvoir tester les gens. Si le Cameroun s'inscrit là-dedans, mais il faut dire que le gouvernement a fait ce qu'il pouvait, c'est-à-dire il a pris des dispositions, des mesures barrières, comme vous avez dit, tout ça, mais c'est au niveau des mesures d'accompagnement que le problème se pose. Déjà parce que nous avons cette mauvaise habitude de penser que quand il y a un investissement à faire au Cameroun, il faut avoir des fonds étrangers. Donc nous n'autofinançons pas nos activités. Or, le Cameroun, c'est un pays riche, c'est un pays qui produit des impôts, qui peut donc prendre en charge un certain nombre d'investissements. Donc, ça fait que nous avons eu beaucoup de retard
pour avoir à disposition un certain nombre d'équipements, d'où les plaintes qui se sont multipliées, notamment dans les grandes villes, comme Douala et Yaoundé, où on ne trouvait pas le nécessaire. Mais il faut aussi dire que c'est le moment, n'est-ce pas, de réflexion. Parce que le coronavirus ne peut pas arriver et s'en aller sans que nous n'ayons pris conscience d'un certain nombre de choses. C'est-à-dire apprendre à nous prendre en main. Donc je pense que c'est important que, enfin, on puisse avoir dans le personnel de santé des gens qui sont pris en compte, qu'on puisse instaurer des primes, qu'on puisse, n'est-ce pas, aller vers, n'est-ce pas, une redynamisation de ce corps en tenant compte de toutes les souffrances et en tenant compte de tout ce dont ils ont besoin aujourd'hui. Je pense que la vie des Camerounais est entre les mains du corps médical. Certains y ont perdu la vie. Je pense à mon frère, le docteur Mangane. Tout ça pour sauver des vies. Et je pense que la première chose à faire, c'est d'en prendre conscience. Le gouvernement doit en prendre conscience et suréquiper ceux qui sont chargés, n'est-ce pas, de soigner les malades. Et les aides ont commencé à venir. Moi, je dirais que si ces aides-là ne venaient pas, ce serait une catastrophe. Maintenant, les aides sont en train d'arriver et je pense que ça sera utilisé à bon escient. Mais ça nous amène peut-être à parler plus tard de la décentralisation, parce que parmi les choses qui pêchent c'est-à-dire que dans la lutte contre le corona, c'est l'excès de centralisme. Et je crois qu'eux-mêmes s'en sont aperçus à un certain moment, et de plus en plus, les maires sont entrés dans la danse. Et je pense que c'est pour le plus grand bonheur des populations. Parlant des mesures, l'État, jusqu'ici, le gouvernement, a pris certaines mesures. Que vous inspirent toutes ces mesures, notamment les récentes, prises par le gouvernement jusqu'ici pour contrer cette pandémie? Cela m'inspire le fait que le Cameroun est vraiment dans la pauvreté. Le Cameroun a des soucis financiers. C'est ce que ça veut dire. Parce que je ne pense pas que c'est fait exprès de regarder tout ce monde-là. Dans d'autres pays africains, on accompagne. Vous voyez que le Cameroun a 90% des gens qui se débrouillent par eux-mêmes. Et ces gens ont perdu leurs revenus. Ils ne peuvent pas travailler. Ils travaillent à mi-temps. Ils travaillent à perte. Il n'y a pas de compensation. Donc, ça nous a même poussé à penser à un moment que l'État étant débordé, sur ce volet-là, il allait réouvrir tout. Dieu merci, on est en train de se battre pour qu'il y ait une conscientisation. Parce qu'en fait, nous allons réussir que si les Camerounais eux-mêmes comprennent que c'est un gros danger et qu'il faut prendre des mesures, il faut appliquer les mesures gouvernementales. Mais en même temps, le gouvernement doit se poser la question de savoir pourquoi les autres font des stocks de riz qu'ils partagent et pourquoi au Cameroun ce n'est pas fait. Qu'est-ce qui est fait au Cameroun par contre? C'est encore la distribution par des particuliers. Si vous êtes un ministre et que vous avez des moyens, vous partez dans votre village, vous distribuez. Ceux qui n'ont pas de ministre ne peuvent qu'en souffrir. Donc voilà encore un autre point qui nous amène à la décentralisation. Parce que quand le budget de l'État est partagé et que les communes ont la possibilité de devenir des vecteurs de développement, il est clair que les premières choses qui ont à faire, c'est les communes qui vont s'en occuper. L'État aura le temps, avec sa lenteur et sa lourdeur, de venir pour établir un certain équilibre. Parce que aujourd'hui, l'État ne peut intervenir qu'un peu en retard, au vu du fait que lui-même, il attend que les aides viennent de l'extérieur, et puis la machine pour dispatcher n'est pas toujours ce qu'on attend. S'agissant toujours de ces mesures prises par le gouvernement, il est à noter que ce gouvernement dont on parle a opté pour la réouverture des établissements scolaires dès le 1er juin prochain. Oui. Qu'est-ce que cela
Ça vous dit quelque chose? Ben, il ne faut pas que ce soit un effet de mode, parce que ceux qui le font ailleurs prennent des dispositions pour que cela se passe dans de bonnes conditions. Et je pense que pour que ça se passe dans de bonnes conditions, on sait très bien qu'il faut se protéger. Il faut observer des barrières, il faut observer tout ce que eux-mêmes, le gouvernement, a dit. Donc, est-ce que, au niveau des écoles, au niveau du corps enseignant, les dispositions sont prises pour les protéger? Parce que l'enfant va venir. Est-ce que le masque va être gratuit? Est-ce qu'on va distribuer les masques aux enfants? Est-ce que les cours seront séquencés pour que nos classes pléthoriques, on ne peut pas tenir dans une classe pléthorique avec le corona. Donc comment est-ce qu'ils vont faire leur emploi du temps? Tout ça doit être travaillé maintenant. Je pense que si cela est fait, et qu'on tient compte du fait que les enfants ne doivent pas être contaminés, dans ces conditions, les choses peuvent marcher. Il faut bien que l'école reprenne, mais il faut qu'elle reprenne dans des conditions. Nous avons vu par exemple les Asiatiques, eux, c'est terrible. Quand l'enfant arrive à l'école, on désinfecte, on les souliers, etc. etc. On enlève le masque, on teste, et puis l'enfant va aller en classe. Donc vous voyez, c'est un dispositif, nous ne pouvons pas prétendre l'avoir pour toutes nos écoles. Donc les mesures barrières restent les mesures qu'il faudra adopter, mais il faut savoir que l'État a quelque chose à faire là-dedans, c'est-à-dire approvisionner en masques les enfants qui vont à l'école. Selon vous, le Cameroun peut-il vaincre la pandémie du coronavirus? La pandémie du coronavirus est une affaire de tout le monde. C'est dans le monde entier. Donc c'est le monde entier qui le vaincra. Le Cameroun, comme tous les autres pays, apporte sa part de contribution pour lutter contre le corona. Je pense que si les mesures gouvernementales s'associent avec la prise de conscience des populations et un peu de moyens pour juguler un certain nombre de choses, avec les autres nous vaincrons. Mais on ne peut pas vaincre seul. Je pense que c'est quelque chose qui est mondial et qui doit s'articuler comme ça. Les échanges sont faits. Il y a beaucoup d'espoir avec Monseigneur Cléda, avec d'autres médecins à Yaoundé, etc., etc. Il y a des choses qui sont faites, mais il faut la volonté politique. Il faut vraiment la volonté politique pour accompagner cela. Il faut accompagner cela. Parce que moi, je me rappelle à l'époque, dans le Noun, il y avait déjà ces expériences-là. Des médecins avec des tradipraticiens pour les accouchements des femmes et tout ça. Ça se passait très bien jusqu'au moment où l'ordre des médecins n'a pas voulu de cela. Je pense qu'aujourd'hui, les médecins doivent vraiment se regarder et se dire la science n'est pas seulement le serment d'Hippocrate là-bas, mais la science a commencé en Afrique. Il faut jeter un coup d'œil sur la science africaine et je pense qu'on aura des choses à proposer au monde. Saïd Sambaka, parlons maintenant de vous sous votre casquette d'homme politique. Alors, et la première question qui me taraude de l'esprit est la suivante. Qui est censé, d'après vous, gérer les affaires courantes de l'UDC jusqu'à la prochaine convention prévue l'année prochaine? Vous me faites revenir sur quelque chose qui a déjà été dit. Bon, ça ne fait pas du mal de le répéter. Voyez-vous, un parti, c'est une institution qui est structurée. Et je pense que c'est simple à comprendre. Un parti a son président, il y a des vice-présidents, et chez nous, il y a l'ordre de préséance. Il y a le premier, il y a le deuxième, il y a le troisième. Donc, en l'absence du président, ça peut être une absence de quelque temps, ça peut être une absence définitive. Celui qui est chargé de conduire la transition, c'est le premier vice-président. Sauf à ce que le conseil, bon, dans mon cas, je crois que c'est le bureau exécutif qui a dû mettre une motion demandant que ce soit quelqu'un d'autre, et notamment l'honorable Toumemon Damjoya. Qu'est-ce qui, selon vous, a motivé cette motion-là? Alors là, ce n'est pas moi qui peux répondre à la question. Moi, je me sens capable de gérer une transition, mais ce sont mes camarades qui ont pris cette initiative. C'est eux qui doivent
Vous ne vous sentez pas aujourd'hui comme une victime? Oh, vous savez, qui aurait dû chercher moi, dans ma vie, je n'ai jamais appris à être victime. Dans ma vie. Dans ma vie, on m'a toujours enseigné, et mon père avec, qu'il faut toujours être du côté qui gagne. C'est-à-dire que ce que certains peuvent appeler une défaite peut être une victoire pour moi. Et moi, je pense que la victoire, c'est toujours du côté de la vérité. Avez-vous l'impression aujourd'hui que celle qui dirige depuis quelque temps la présidence du DDC par intérim vous a arraché au volé votre droit? Non, ce n'est pas comme ça que je prends la chose. Hein. Parce que ce n'est pas elle. C'est le bureau exécutif. Et je sais d'ailleurs d'où ça vient. Mais excusez-moi, hein, je m'empêche de remuer une plaie. Donc, ce n'est pas elle. Elle avait le droit d'accepter ou de refuser. Et moi, je serais à sa place que je n'aurais jamais refusé. Pourquoi? Mais tout simplement parce que le parti ne peut pas rester comme ça. Et moi, je vous ai évoqué le problème. Le problème est simple. Mais elle aurait quand même dû rappeler à cet exécutif qu'il y a un premier vice-président. Bon, je pense que tout ça a été discuté. Je n'étais pas là. Mais l'exécutif a estimé qu'il ne voulait pas que ce soit moi. C'est là où intervient donc entre la légalité et la légitimité. Parce que moi, dans la légalité, je vais diriger un exécutif comme celui-là, qui est contre moi. Il n'y aura pas d'harmonie. Vous comprenez? Il n'y aura pas d'harmonie. Pourtant, vous avez suivi, comme moi, qu'il semblerait que c'est à l'unanimité que Mme Tomemo a été élue président intérimaire. Donc, à partir de ce moment-là, je dois comprendre une seule chose. C'est que mes camarades ont estimé que, de par la fonction et le rang que j'avais dans le parti, ils refusent que j'assume. Et vous voyez ça comme une trahison? Je ne vois pas ça comme une trahison, je m'interroge encore. Parce que... Jusqu'à quand cette interrogation? Non, vous savez... Parce qu'on parle quand même de la gestion d'un parti politique. Vous pouvez aller vite en besoin et analyser et penser aux trahisons et autres. Alors que ça peut être une manipulation. Ça peut être une manipulation. Venant de qui? Je vous dis, j'en sais rien. Puisque moi-même, je n'étais pas là. C'est votre parti, Sambaka, premier vice-président. Je suis en train de vous expliquer après tous les malheurs que nous avons eus. Moi, j'étais à Douala. J'étais encore en confinement quand cela s'est passé. Donc, je dois dire que moi, je ne suis pas le genre de personne qui préjuge ou bien qui analyse sans avoir des éléments. Parce que la question fondamentale, c'est pourquoi on a initié une affaire comme celle-là. Or, ce n'est pas moi qui peux répondre à cela. Parce que je peux me considérer comme une victime. Celui qui devrait conduire la transition, mais qui ne la conduit plus. Mais vous ne pouvez pas me mettre en confrontation avec Mme Tomemo, parce que Mme Tomemo et moi, nous n'avons aucun problème. Il n'y a jamais eu ce genre de problème dans le parti. Vous comprenez? Même du vivant du président national. Une confrontation entre elle et moi, jamais ça n'a existé. Bon, aujourd'hui, j'ai du mal, j'ai vraiment du mal à penser que c'est un problème entre l'honorable Tomemo et moi. Non, c'est le bureau exécutif. Et s'il y a eu manipulation, c'est à ce niveau-là qu'il y a eu manipulation. Alors, à supposer qu'il y ait manipulation, vous êtes le premier vice-président. Est-ce que vos tests prévoient qu'une élection soit annulée? Non, moi je pars sur le principe que dans des situations comme celle-là, moi je refuse de faire le juridisme. Parce que tout est clair au départ, les textes sont là. Vous comprenez? Mais comment pouvez-vous penser qu'après avoir passé 29 ans dans une formation politique, où on prône l'harmonie, où on prône le consensus, où on prône les discussions d'idées, comment pouvez-vous penser que quelqu'un peut diriger quand il n'y a pas d'harmonie? C'est le bureau exécutif là. C'est avec ce bureau exécutif que vous dirigez. Donc, à partir du moment où ce bureau exécutif ne veut pas de vous, c'est des conflits. Vous ouvrez les portes au conflit. Or, moi, je ne peux pas accepter que Sambaka soit celui qui apporte les conflits dans le parti. Bon, en même temps, je ne vous dis pas que je suis une victime. Au rythme où les gens m'appellent, au rythme où
les gens me rendent visite ou m'écrivent, je dois dire que je sens. N'êtes-vous pas en droit de revendiquer ce qui vous revient? Je vous ai expliqué pourquoi est-ce que je ne veux pas faire la guerre entre la légitimité et la légalité. Moi, je suis dans la légalité. Et si j'ai besoin de légitimité, je ne l'ai pas au sein du bureau exécutif. Donc, à partir de ce moment, mon travail est bloqué. Vous comprenez? Vous voulez que j'arrive, mon travail chaque fois est bloqué. Ça va créer non seulement des animosités. Alors, est-ce que cela, au regard de cette lecture que vous faites, cela ne fait-il pas de vous désormais une persona non grata au sein de l'UDC? Si à chaque fois vous constatez que ce que vous voulez entreprendre j'étais en train de vous répondre. J'étais en train de vous répondre. Vous ne pouvez pas connaître le nombre de soutiens que j'ai. Au sein de l'UDC? Au sein de l'UDC et en dehors de l'UDC. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas imaginer même. Mais moi, je vous le dis. Mais seulement, vous voyez, moi, je suis quelqu'un qui pense que la politique, c'est d'abord l'idéologie, c'est d'abord la vision, c'est les programmes. Le côté, n'est-ce pas, comment on peut appeler ça? Le côté, qu'est-ce que ça me profite? Qu'est-ce que ça me rentre? Est-ce que je gagne quelque chose? Non. Parce que de temps en temps, en politique, il faut se dire que la politique aussi est de temps en temps un sacerdoce. Il faut aimer les gens. Il faut que les gens vous aiment. Et moi, je m'inscris dans cela. Je ne cherche pas à faire la politique pour des besoins alimentaires. Je fais de la politique pour des besoins idéologiques. Et je peux vous garantir que ça ne me gêne aucunement. Moi, je fais ma politique et si ça ne va pas, je change de véhicule. Parce que pour moi, la politique, c'est d'abord ça, idéologique. Vous comprenez? Donc moi, je reste le vice-président de l'Union démocratique du Cameroun. Le premier vice-président? Oui, et je le suis depuis. Je peux vous dire que j'ai géré 2 conventions dans le parti. Les 2 dernières conventions, c'est moi qui les ai gérées. Donc si je gère les conventions, ce n'est pas le parti que je ne peux pas gérer. Voilà, donc je pense que la première chose que je retiens, c'est que 29 ans avec Adamou Ndamdouya, j'ai appris beaucoup. J'ai appris énormément pour que, au jour d'aujourd'hui, que je puisse respecter sa mémoire. Ça, c'est un problème, c'est très important pour moi, parce que si aujourd'hui on dit que Sam Baka est un homme droit, Sam Baka est quelqu'un qui n'est pas sale dans la politique, mais c'est l'éthique là qui a fait un déclic en moi il y a 29 ans. C'est ça qui m'a permis de voir ce chemin-là qui peut faire avancer le pays, qui peut faire avancer les Camerounais. Je crois que c'est ça qui est important. Et je dois dire que moi, je reste, n'est-ce pas, dans ma position. C'est idéologique. Pour moi, c'est vital. La politique, c'est ça. Les positionnements, ça existe en politique. Les opportunistes, ça existe en politique. Mais moi, Sam Baka, je veux qu'on me voie comme je suis. C'est-à-dire celui qui pense qu'on fait la politique pour le bien de tous. Alors pourquoi vous n'étiez pas aux assises de Fumban du 24 Mais parce avril? que j'étais en confinement. Vous savez, cette histoire-là, si nous, on ne montre pas l'exemple, ça serait très embêtant. D'autant plus que moi, j'essaye de montrer l'exemple. Vous savez très bien que je suis dans le tourisme. J'ai un établissement à Bonapriso. Mais si vous y passez, c'est fermé. C'est fermé pourquoi? Parce qu'il faut qu'on comprenne déjà ce qui nous arrive, comment ça se passe. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour mettre des mesures barrières et tout cela afin qu'on ne soit pas complice, n'est-ce pas, de l'empoisonnement des Camerounais. Donc il faut réfléchir à tout cela. Et nous perdons beaucoup. Mon personnel et moi-même, nous perdons énormément. Mais il faut quand même que quand on pose des actes, qu'on ait tiré d'abord des leçons de ce qui nous arrive, afin qu'on puisse éviter au maximum, n'est-ce pas, des dérapages. Alors, si vous évoquez la maladie comme justificatif, on serait donc tenté de donner raison à la présidente qui, dans un Non, je n'étais pas malade. J'étais en confinement. En confinement? Oui. D'accord.
Mais je ne veux pas entrer dans les détails, parce que si j'entre dans les détails, un autre pan de discussion va s'ouvrir. Non, non, parce qu'il faut qu'on sache effectivement ce qui s'est passé. On organise une assise extraordinaire, le premier vice-président n'est pas là, il est en confinement. Mais est-ce que vous étiez au parfum de la tenue qui devait avoir cette assise extraordinaire là, du côté de Fumban? Non, je pense que vous avez déjà la réponse, mais comme vous tenez absolument à me titiller, je vais tout simplement vous dire que je l'ai dit, j'ai su qu'il y a eu une réunion de ce genre par un journaliste. Parce que sorti de cette réunion, il y a certains membres qui se sont directement lancés au niveau des réseaux sociaux. Donc il y a un journaliste qui m'a appelé pour confirmation. Et moi, je n'étais pas au courant. Je lui ai répondu gentiment que j'en sais rien. Je ne suis pas au courant, je n'étais pas là-bas. Je sais qu'il y avait un anniversaire, mais si vous voulez des informations, appelez le secrétaire national à la communication. Il pourra vous donner des informations. Donc c'est comme ça que j'apprends. Pas un journaliste. Donc vous comprenez que ce journaliste, il a écrit. Il a dit ce que je lui ai dit. Je lui ai dit que je n'étais pas au courant. Parce qu'effectivement, à ce moment où il m'appelait, je n'étais pas au courant. Personne ne m'avait rien dit. Mais vous voyez que par la suite, il y a des militants, des membres de plus haut niveau même du parti, qui sont partis de Fumban pour venir m'informer et me dire comment les choses se sont passées. C'est que vous soutiennent? Non, c'est le parti qui a décidé ainsi parce que moi, je n'étais pas au courant. Donc, pourquoi ce même parti ne vous a pas informé bien avant de ces travaux pour vous informer? C'est pour ça que vous êtes en train d'aller au fond. Ça devient, vous voyez, ça m'embête parce que en même temps, il y en a qui pensaient que j'étais au courant, il y en a qui pensaient qui savaient que je n'étais pas au courant. Vous voyez, je n'étais pas là. Je n'étais pas là. Je retiens tout simplement que vous parlez de la forme. Et moi, je suis en train de parler du fond. Le fond, c'est que il m'aurait été difficile de gérer cette transition avec un bureau exécutif qui n'est pas d'accord avec moi. Vous voyez, c'est ce que moi je retiens. Et ce qu'on pourrait se retenir, c'est que ce bureau ne veut pas de vous au sein de l'UDC. C'est possible, moi. C'est possible, vous savez. Ce n'est pas faute de peau de banane. Vous savez, dans les organisations... À supposer que ce soit le cas, quel serait l'avenir de Sambaka? L'avenir de Sambaka, c'est de tout faire pour partager, pour transmettre ce que j'ai appris d'un grand homme. Tu parles de l'avenir au sein de l'UDC, hein? C'est ce que je suis en train de vous dire. C'est-à-dire qu'il faut rester sur la ligne qu'a tracée le docteur Adamou Ndamdjoya. Vous comprenez, qui mettait l'homme au centre de toutes les préoccupations, qui était un humaniste, qui était quelqu'un qui était penché sur la vérité, quelqu'un qui était penché sur l'éthique, les valeurs. Vous comprenez? Moi, c'est sous cet angle que je le connais. Peut-être que d'autres le connaissent sous... C'était un homme multidimensionnel. Vous voyez, il y a des gens qui vont parler de lui en termes de philosophie, d'autres qui vont parler de lui... En termes d'écrivain. Oui, en termes d'écrivain, d'autres islamologue également. De l'Église, etc., etc. Donc, c'était un homme multidimensionnel. Moi, j'ai eu le privilège d'être son premier vice-président au niveau de la politique. Donc, moi, je peux vous dire que je réclame cet héritage, n'est-ce pas? Et je ne peux pas concevoir la politique en dehors de cette science qu'il m'a apprise. Moi, c'est comme ça. Donc, ne vous en faites pas. Même si ça crache au niveau de l'UDC, on trouvera toujours un terrain d'entente parce que si moi, je suis dans un autre véhicule, ce véhicule marchera probablement main dans la main avec l'UDC parce que nous avons la même idéologie, nous avons les mêmes approches et nous devons travailler dans le même sens. C'est pour répondre à votre question. Vous avez insisté sur le bureau exécutif. S'ils ne veulent pas de moi, il y a d'autres véhicules pour véhiculer ce que on en reparlera tout à l'heure. Peut-être que ces véhicules, il y en a déjà. On en reparlera tout à l'heure. Alors, on veut toujours comprendre cette position
du comité exécutif. On a comme impression que ce comité s'est appuyé sur votre... comment on dit ça? Parce qu'on constate, c'est sur les informations qu'on a pu glaner, on ne va pas révéler nos sources ici. Avez-vous fait presque 2 ans sans prendre part aux réunions au sein de l'UDC? Non, non, évidemment non. Vous n'avez pas passé plusieurs mois sans... Non, pas du tout. Des concertations, vous en avez assisté? La dernière réunion que nous avons eue au sommet, c'était à Yaoundé, avant les élections. Donc il fallait régler un certain nombre de choses. Ça a été fait. Et ceux de Douala, nous sommes rentrés à Douala pour travailler au niveau du littoral. Donc, voyez-vous, l'UDC, c'est quand même un parti avant-gardiste. Hein. Bon, parce que cette histoire de décentralisation, nous l'avons perçue il y a très longtemps, qu'il fallait absolument que les Camerounais se prennent en main à partir des communes, des départements, des régions. C'est très important. Mais il faut aussi dire une chose. Ndam Dioya était un homme très charismatique. C'était un homme qui pesait de tout son poids avec une aura qui est très forte. Et le contexte camerounais était encore pas arrivé au niveau où l'UDC était. C'est-à-dire que l'UDC, c'est l'Union démocratique. L'Union démocratique de quoi? L'Union des leaders. Parce que le docteur Adamou Ndam Dioya ne cessait de me le répéter. Ah, vous êtes là-bas, dans le littoral, là, il faut vous affirmer, vous êtes un leader. Parce que l'Union démocratique, c'est un consortium de leaders. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous ne payez pas le prix de votre proximité avec Adamou Ndam Dioya? Je ne connais que les bénéfices que j'ai eus à côté de cet homme. On n'arrive pas, tu vas comprendre que le comité exécutif... Oui, parce que si on essaie de comprendre la politique en termes de rentabilité, qu'est-ce que ça me rapporte comme argent ou comme positionnement? À ce moment-là, on peut se poser des questions. Mais si on se met à ma place pour voir ce que j'ai appris, comment gérer les hommes, comment faire ci, comment faire ça, quelle est la voie la meilleure pour que tout le monde soit heureux. Ça, c'est un capital qu'on ne pourra pas m'enlever. Il me reste à apprendre ça à nos jeunes, et à nos enfants et à nos petits-enfants. C'est ce qui est important. Parce que quand vous voyez un pays échouer, on vous dit ce pays a un potentiel extraordinaire. Vous prenez les Camerounais individuellement. Vous vous rendez compte que dans le monde entier, les Camerounais sont dans des positions terribles. Mais qu'est-ce qui se passe donc pour que le Cameroun souffre? Pourquoi le Cameroun souffre? Mais c'est à cause des égoïsmes. C'est à cause du fait que nous ne savons pas travailler ensemble. Donc vous dites qu'après la mort du fondateur, président Adamou Ndam Dioya, l'UDC s'est rue en un parti d'hypocrite égocentrique? Non, je ne peux pas m'amuser à dire des choses pareilles. Le président national de l'UDC vient à peine de partir, n'est-ce pas? L'UDC a connu ces jours-ci sa première mue, n'est-ce pas? L'UDC, vous avez appris avant que l'UDC avait tel ou tel problème? Justement, c'est pour ça qu'on s'interroge. À peine il est parti que la discorde, le désordre s'y installe. Alors, que ce soit moi, que ce soit Thomas Mo Ndam Dioya, nous ne sommes pas programmés pour des disputes. Nous ne sommes pas programmés pour cela. Nous sommes programmés pour faire avancer les choses. Mais je ne peux pas ne pas vous dire que ce n'est pas tout le monde qui comprend ça à l'intérieur même de l'UDC. Les gens cherchent des positionnements. Vous comprenez? Et en quoi consiste votre combat politique au sein de l'UDC? Mon combat politique, pas au sein de l'UDC seulement. Parce que l'UDC, c'est d'abord... C'est votre parti politique? Oui, l'UDC, c'est le parti où j'ai appris. Je suis entré à l'UDC il y a 29 ans. Je n'avais jamais fait de politique. Je n'avais jamais été dans un autre parti politique. C'est à l'UDC que je commence mes premiers pas en politique. Et très vite, je peux vous dire, beaucoup de hauts responsables de l'époque, n'est-ce pas, m'ont vu comme quelqu'un qui était véritablement intéressé et engagé. C'est la raison pour laquelle, n'est-ce pas, je ne peux pas ne pas penser à certains qui sont partis, comme le professeur Kangé Wane, le professeur Tayou, ils sont nombreux qui m'ont tenu la main. Il y en a d'autres qui sont encore là.
Nous avons cheminé. J'ai grandi dans la politique de l'UDC. Et je pense qu'aujourd'hui, quand je parle politique, ma référence, c'est l'UDC. Si l'UDC, le bureau exécutif de l'UDC ne veut pas de moi, ça ne va pas m'empêcher d'être un UDCiste. C'est-à-dire celui qui a peut-être parmi ceux, d'ailleurs, qui ont le mieux appris. Vous comprenez? Mon parcours est là pour le dire. On comprend, Président, qu'il est possible que vous quittiez le navire UDC. Parce que après, vous n'allez pas prendre cela comme une trahison, parce que vous dites que vous avez tout appris au sein de l'UDC, vos classes, vous l'avez fait à l'UDC, et qu'un jour, comme ça, vous partez parce que, bon, il y a des gens qui ne veulent pas de vous. Vous ne vous sentirez pas un peu gêné? Vous ne vous direz pas, oh, j'ai trahi le président fondateur Adama Dam-Djoya? Je comprends que cette émission, on ne va pas la faire tous les jours. Mais permettez-moi de douter de certaines choses quand même et de voir venir les choses. Parce que je ne vois pas tout ce capital-là aller en fumée. Je ne vois pas l'UDC, n'est-ce pas, aller en vrille. Mais de plus en plus, les gens ont tendance à dire que l'UDC veut se focaliser dans le Noun. C'est pas extraordinaire, c'était vrai. Qu'est-ce que je ferais donc dans l'UDC? Il faudrait bien que je prenne un autre véhicule et que nous marchions, n'est-ce pas, comme on dit, main dans la main, mais chacun dans son véhicule. On pourrait dire que vous avez un piston qui vous soutenait, le docteur fondateur de Dam-Djoya, maintenant qu'il n'est plus là, on veut se débarrasser de vous. Ce sont des suppositions. Il faut bien que... Vous ne voyez pas ça comme ça? Non, un homme politique, ce n'est pas un homme qui part sur les préjugés. Il faut les faits. Vous comprenez? Je vous dis, on est à la première mue et vous ne pouvez pas demander à quelqu'un comme moi qui a fait dans une maison 29 ans de prendre des conclusions hâtives. Je ne peux pas prendre des conclusions hâtives. Je suis là. Peut-être qu'il y aura d'autres problèmes. On s'avisera à ce moment. Toutes les cartes sont sur la table. Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir? Vous protestez la présidente intérimaire ou pas? Pourquoi je suis en train de vous expliquer que si je protestais, j'aurais déjà écrit à l'AT, etc., etc. Vous allez vous aligner. Qu'est-ce que vous appelez vous aligner? Je veux dire, je prends acte, vous prenez acte du fait que les membres du bureau exécutif on fait le choix. Ne veulent pas travailler avec moi comme président intérimaire. Donc, forcer le juridisme dans cette affaire, c'est amener le parti vers des complications. D'où, pour moi, et puis, ce qui facilite même les choses, c'est que comme à l'UDC, il y a la décentralisation, moi j'ai toujours évolué ici dans le littoral sans problème. Le docteur Adama Dam-Djoya, président, disait, ben, qu'est-ce que le président Sambaka dit? C'est lui qui est en charge d'eux. Vous comprenez? Donc, à partir de ce moment-là, je concentrais mes efforts au niveau du littoral. Beaucoup plus. J'ai envie de tirer une conclusion de tout ce que vous dites. Donc, vous préférez éviter la guerre. Qu'on vous laisse tout simplement votre poste de vice-président. À ce moment-là, vous gérez l'UDC sans problème. Je vous explique comment l'UDC fonctionne. Et parce que vous me demandez si je reste vice-président. Oui, c'est ma fonction jusqu'au prochain mandat. N'est-ce pas? D'accord. Bon. Donc, je reste le vice-président de l'UDC. Mais je vous explique en même temps que quelqu'un ne peut pas rester dans un navire quand tous ceux qui ont en charge de contrôler les appareils sont contre le capitaine. D'accord. S'ils sont contre le capitaine, il y a de fortes chances que ce navire n'arrive pas à bon port. La convention, c'est l'année prochaine. Oui. Ce sera le moment des élections. Premier vice-président Sambaka a-t-il l'intention de candidater comme président de ce parti? J'ai l'impression que c'est trop tôt. C'est trop tôt. Ouais, il vient de se passer quelque chose. C'est trop tôt pour moi de vous dire que je serai candidat ou je serai... Voilà. Si vous voulez cette formule consacrée, je pense que c'est une formule politique qui veut dire que on n'est pas pour, on n'est pas contre. Mais ce sont les circonstances qui vont nous permettre de nous
de nous décider. Alors on retient que vous restez militant de l'UDC. Mais je suis l'UDC, je ne suis pas seulement militant de l'UDC. Vous êtes je me l'UDC. réclame d'être, je suis l'UDC. D'accord, ça, on a retenu cela. Alors, vous avez lancé une boutade à une époque que vous définissant comme un acteur de la société civile. Alors, à ce moment précis, vous vous considériez comme un homme politique? Je n'ai pas bien compris. À une époque, Oui. vous avez lancé une boutade qui vous définissait comme autre chose, pas comme un homme politique. On a entendu le discours d'humanisme, de bonheur. Est-ce qu'à ce moment précis-là, vous vous considérez encore comme un homme politique? Mais c'est ça la politique de l'UDC. C'est ça. C'est-à-dire que la politique de l'UDC ne vise pas à être partisane. La politique de l'UDC est une politique qui englobe tout le monde. Mais c'est nos habitudes qui ne nous permettent pas de comprendre de quoi on parle. C'est quoi l'idéologie de l'UDC? L'homme au centre de tout, n'est-ce pas? L'homme doit être l'alpha et l'oméga, celui pour qui on s'engage. Maintenant, on s'engage dans des règles qui sont édictées avec un contrat social. C'est pour cette raison qu'il y a 10 ans, il y a eu ce nouveau contrat social que le docteur Adamou Namdje a sorti. Et ça, c'est la politique? Vous croyez que c'est quoi? Parce la politique, c'est la gestion de la cité. Je voudrais bien qu'on établisse le distinguo tout à l'heure entre politique et société civile. Non, la société civile, c'est des gens qui n'appartiennent pas à un corps politique, à une organisation politique. Plus du bien-être des populations. Non, pas forcément. La société civile, c'est un contre-pouvoir. C'est des gens qui peuvent observer et puis donner leur point de vue. N'est-ce pas? Ils peuvent pencher pour des choses bien précises. La société civile peut s'occuper de la médecine, peut s'occuper de certaines choses comme ça. Syndicats, etc., etc. Mais le parti politique, lui, c'est lui qui prépare un programme, qui donne une vision et qui donne les mécanismes pour atteindre ses objectifs. Donc c'est ça le parti politique. Donc sa mission principale n'est pas accéder au pouvoir. Mais accéder, conquérir, conserver, n'est-ce pas, le pouvoir, c'est la mission des partis politiques. Et je vous dis donc que la dimension que l'UDC a, c'est que l'UDC, on ne sait pas parfois si c'est la société civile. Pourquoi? Parce que l'UDC ne pense pas gouverner seul. C'est pour ça que l'UDC dit le Cameroun se fera par nous tous et pour nous tous. Votre question, elle est très importante parce que ça m'amène à expliquer un certain nombre de choses. L'UDC a toujours fonctionné comme ça. Le Cameroun se fera par nous tous, il se fera pour nous tous. Donc, de temps en temps, on peut nous considérer comme des gens de la société civile. Quand Sambaka parle, on se pose la question, mais est-ce qu'il est parti? Parce qu'on voit plus un homme de cœur quand il parle. Mais c'est ça, il faut... La politique, c'est d'abord aimer son prochain. La politique et la religion ne sont pas loin. C'est-à-dire c'est le bonheur qui est recherché au niveau de la politique. Donc vous ne pouvez pas avoir votre bonheur à vous. Vous êtes égocentrique, vous êtes égoïste. La politique de Damjoya qu'il nous a appris, c'est la politique de la générosité. C'est-à-dire que se confrontent l'égoïsme et la générosité. Pour la nouvelle éthique que moi j'ai lue et qui a déclenché en moi quelque chose, c'est ce que j'ai appris. Donc, je ne peux pas faire la politique pour n'aimer que ceux qui sont dans ma chapelle. J'aime tout le monde, j'aime le RDPC. Et dans le RDPC, il y a des gens qui veulent que le pays avance. Et il y a d'autres qui ne pensent qu'à eux. Et ils font traîner le pays. Dans tous les partis politiques, ça peut se trouver. Mais il faut donc arriver déjà à faire comprendre aux populations que c'est quand vous allez vous prendre en main que vous allez trouver le bonheur. Ce n'est pas en attendant la manne qui vient du ciel. Parce que ça ne viendra jamais. Il y aura des anges qui vont bloquer ça pour que ça n'arrive pas sur terre. Et c'est ce qui se passe entre Yaoundé et tous nos villages. Restons en politique. De quel courant politique appartenez-vous? De la gauche, de la droite ou alors Bon, certains, je pense que si on veut définir l'UDC du centre. Centre-centre. Parce que, oui, je vais vous le dire. Il faut expliquer. Parce que comment on dit? L'économie de marché. Vous avez tendance à penser au centre droit. Humanisant. Centre gauche. Vous voyez? C'est pour ça que je parle de centre-centre. Parce que nous avons une politique libérale, mais en même temps qui est humanisante. Humanisante, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas
nous mettre à faire des profits si le premier profit, ce n'est pas l'être humain en général qu'il a. Donc c'est un centre-centre. Il est entre le centre droit et le centre gauche. Ce n'est pas des acrobaties, c'est tout simplement une économie de marché humanisante. D'aucuns ne se sont pas empêchés de dire de vous un capitaliste. Êtes-vous capitaliste? Je pense que nous vivons dans un monde capitaliste. Et dans le capitalisme, il y a quelque chose de bon. C'est que la recherche, c'est le progrès. Mais il y a quelque chose de mauvais, c'est que dans le capitalisme, c'est celui qui injecte de l'argent qui prend tous les bénéfices. Donc, si en même temps nous voulons que les choses progressent, nous sommes opposés, n'est-ce pas, à la redistribution que le capitalisme fait. Nous voulons qu'elle soit plus large, qu'elle concerne beaucoup plus de personnes et que on ait plus d'acteurs, parties prenantes dans le développement de chaque pays et dans le développement du monde. Pas que d'un côté, il y a les uns qui ont tout et les autres qui subissent et qui sont les esclaves. C'est ça que nous combattons. Vous n'avez pas répondu à ma question. Êtes-vous capitaliste? Mais je viens de vous expliquer que le capitalisme avec une dose sérieuse d'humanisme, c'est quelque chose qu'on peut inventer. Vous savez, il ne faut pas se figer. Inventer dans ce mot, on va donc dire quoi? Non, vous pouvez inventer quelque chose qui sied mieux, n'est-ce pas, à la situation actuelle. C'est que vous ne pouvez pas ne pas intégrer le capitalisme. Parce qu'il est aussi source de progrès. Mais alors, qu'est-ce que le capitalisme apporte de négatif? C'est qu'il ne tient pas compte de l'être humain. Maintenant, nous voulons un capitalisme qui tient compte de l'être humain. Qui met l'être humain au centre de nos préoccupations. Voilà ce que nous pensons, voilà ce que Sambaka pense, voilà pourquoi il est dans l'UDC. J'entends toujours qu'on crée ce nouveau paradigme, mais là, comment on va appeler ça? Quoi? Ben, on appelle ça comme on veut, hein. On peut appeler ça le programme de l'UDC. D'accord. Ok, on va poursuivre cette émission. Hein. Je vais rappeler quand même que j'ai eu à rencontrer certaines personnes qui m'ont un peu parlé de vous. Chacun a donné son point de vue. D'aucuns pensent que vous êtes parfois très évasif dans vos propos. Également que vous allez au gré du vent en fonction de vos opportunités. Je suis tout sauf un opportuniste. Non, non, non. Ça, il faut que ce soit clair. Mais il faut savoir que la politique, c'est un métier. Et que j'ai appris ce métier. Je ne suis pas un activiste. Parce que les gens confondent un politique et un activiste. Je ne suis pas du tout un activiste. Et j'estime que quand l'activiste a fini de travailler, il doit s'arrêter pour que le politique prenne la chose. Parce que c'est le politique qui décide. C'est le politique qui fait le contour. C'est le politique qui reçoit, n'est-ce pas, tout ce que l'activiste et les autres peuvent dire. Et lui, fort de cela, il bâtit une politique. Donc, les gens confondent politique et activisme. Moi, Sambaka, je suis un homme politique, je ne suis pas un activiste. Donc, c'est pour cette raison qu'on dit je navigue. Non. La politique est une science qu'on apprend. On apprend à parler. On apprend à ne pas se contredire. On apprend à avoir une vision. On apprend, je préfère ne rien dire que de dire des choses dont je ne suis pas sûr. Je préfère ne rien dire que de dire des choses qui vont me contredire. Tout simplement parce que je veux faire plaisir à un auditoire. Ça, je dis non. Ça, c'est un peu de la philosophie, ça. Ça, c'est Sambaka. D'accord. Alors, quelle est votre position sur la crise anglophone? Dans le nord-ouest et le sud-ouest, on va rappeler que cette crise sévit depuis pratiquement 4 ans déjà. Vous savez, la crise anglophone me rend énormément triste. Pourquoi? Parce que la crise anglophone aurait pu être évitée en 1991, lors de la réunion tripartite. C'est à cette réunion que a commencé à se poser ce problème, vraiment qui a été discuté. Et prolongé même, puisque moi qui vous parle, plusieurs fois je suis allé dans le sud-ouest à la demande du docteur Adamou Ndamjoya pour rencontrer, parfois c'était Molan Joli Toumbe, parfois c'était l'ambassadeur Fossong, père à son âme, et d'autres. Parce que il y a une discussion qui se faisait. Et c'est ça que je regrette aujourd'hui, parce que les partis politiques ne se parlent plus. Ils ne se rencontrent plus
pour avoir des consensus, pour avoir des objectifs communs. Les partis politiques ne se parlaient plus. À l'époque, ce n'était pas comme ça. Donc, en attendant la deuxième tripartite, celle qui devait définir la constitution du Cameroun, les discussions ont eu lieu. Et est sorti de là que la gestion locale était fondamentalement ce qui était recherché. La gestion locale. Or, ce sont la partie anglophone qui la connaissait. Il fallait donc que eux, ils étaient en train d'accepter de partager leur expérience avec la partie francophone. Parce que la partie francophone n'a connu que la préfectorale, c'est-à-dire le jacobinisme. Bon, c'est là où est sortie donc cette idée de la décentralisation. Je me rappelle, en 1993, se rendant compte que la tripartite 2 n'arrivait pas, l'UDC a sorti un avant-projet de constitution pour le nouveau fédéralisme, le fédéralisme des régions. Tout ça, c'est parce que les hommes politiques parlaient entre eux et essayaient de voir qu'est-ce qui est bon pour le pays. Ce n'était pas la propriété de l'UDC, c'était la propriété de tout le monde. Or, aujourd'hui, on fait la politique pour soi. C'est-à-dire qu'on est bon, les autres sont mauvais. C'est ça qui nous empêche d'avancer. Donc, à cette époque, on discutait. Et c'est de là est venu, n'est-ce pas, le problème du fédéralisme, le problème... Mais en réalité, la vérité, c'était qu'on voulait une décentralisation. Parce que la décentralisation a l'avantage que ça touche les communes directement. Or, le fédéralisme, c'est des États. Donc, vous pouvez créer 2 États là aujourd'hui et que ces États fonctionnent en centralisation. Donc, les communes n'auront rien. Or, la décentralisation a l'avantage que ça part des communes pour arriver dans les régions. Donc, aujourd'hui, les anglophones n'ont pas eu satisfaction. Depuis cette époque, 28 ans après, on est venu donc leur mettre un nouveau programme, c'est-à-dire que, comment ils ont appelé ça, un régime spécial. Statut spécial. Oui, statut spécial. Or, quand vous regardez ce statut spécial, vous vous rendez compte qu'il n'y a rien de spécial dedans. Absolument rien. C'est une coquille vide. Tout comme la décentralisation, elle est vide, qu'on a voté à l'Assemblée. Or, nous ne sommes pas en train de discuter sur les contenus, les concepts qui vont permettre au pays de se développer. Nous nous contentons des termes. On a décentralisé. Bon, il y a une loi sur la décentralisation. Non, ce n'est pas bonne. Parce que dès lors que le sous-préfet, le préfet et le gouverneur agissent a priori, ce n'est plus une décentralisation. C'est une déconcentration. Ce n'est pas une décentralisation. La décentralisation, c'est quand l'autorité de Yaoundé, déléguée sur le terrain, agit a posteriori. À ce moment-là, celui qui est élu a la latitude de mettre en pratique son programme et d'être interpellé par les populations. Mais il ne peut pas aller dire encore aux populations, quand on dit qu'il y a la décentralisation, que le sous-préfet a refusé. Que le sous-préfet n'a pas encore signé. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous refusons de discuter sur les vraies choses, les contenus. Nous nous contentons comme ça, oh, il y a une loi sur la décentralisation, elle n'est pas bonne. Regardez, le corona vient de nous montrer qu'il n'y a pas de décentralisation. Et que s'il y avait la décentralisation, ce serait plus efficace. On entend parler, Seri Sambaka, la crise anglophone n'aurait pas existé aujourd'hui si la tripartite avait marché. Si en 93, en 91... Qu'est-ce qui n'a pas marché durant cette tripartite? Ce qui n'a pas marché, c'est que le pouvoir central a peur de la décentralisation et ne veut pas entendre parler de la décentralisation parce que c'est tout un système. Vous comprenez? Les gens adorent qu'on dise qu'on va faire des élections, on va enlever le président. Le président n'a rien à voir avec le problème qu'il y a au Cameroun. Le problème qu'il y a au Cameroun, c'est un problème de système. C'est un problème de logiciel. C'est ce logiciel-là que l'opposition doit se réunir pour travailler et pour tomber d'accord, n'est-ce pas, sur le logiciel qui doit fonctionner désormais au Cameroun. Ce travail-là est monstre. Ça demande des spécialistes. Ça demande que les gens se voient. On ne le fait pas. Vous allez remplacer Paul Biya avec le même logiciel, avec le même système, et puis vous allez expliquer quoi aux populations après?
Quand vous serez prisonnier de ce système, vous allez expliquer quoi? Vous semblez dire que la solution viendrait de l'opposition. Est-ce qu'aujourd'hui, cette opposition dont vous parlez existe vraiment au Cameroun? Y a-t-il une opposition véritable au Cameroun aujourd'hui? L'opposition existe. Le problème, c'est le cahier de charges qui n'est pas bon. C'est le cahier de charges de l'opposition qui n'est pas bon. Qui fait ce cahier de charges-là? Mais chacun fait de son côté. Les uns ne veulent pas parler avec les autres. Chacun dit, machin, vous venez embarquer. Voilà, moi j'ai un gros bateau, tout le monde monte. C'est ça le problème. Alors que, quand on se parle, quand on met en place des laboratoires, on arrive à des solutions consensuelles. Parce que c'est ça d'abord. Si nous avions pensé un seul instant que la véritable démocratie est à la base, l'opposition devait s'acharner dans les communes pour pouvoir avoir des communes. Vous voyez? Mais quelle est cette opposition qui ne voit que la présidence de la République? Mais vous ne l'aurez jamais. Parce que la machine est tellement lourde que si vous n'avez pas la base, il vous est difficile d'avoir des crampons qui peuvent vous projeter vers le sommet. C'est très très difficile. Bon. Tant qu'on ne le comprend pas au niveau de l'opposition et qu'on continue à tourner en rond en pensant que si on peut faire le filou, on peut faire ceci pour passer, moi je dis non, ce n'est pas possible. Et vous voyez comment les Camerounais se comportent aujourd'hui. Ils commencent à se décourager de la politique à telle enseigne qu'on se pose la question de savoir mais comment on va sauver ce pays. Alors pourquoi l'idée d'une candidature unique n'a-t-elle jamais prospéré au sein de l'opposition? On a encore souvenance de 92, 2004 et récemment en 2018. Tout simplement pour les égos. Chacun veut la candidature unique, mais veut que ce soit lui qui soit candidat. Quand bien même on a organisé les choses en 2004 et qu'on avait choisi Ndam Dioya, mais vous avez vu tout de suite que Frodi n'a pas accepté. Donc ce n'est pas la peine de continuer à cogner la tête, n'est-ce pas, sur un mur, il faut mieux le contourner. Le contourner, ça veut dire que je souhaite voir une opposition qui est assise, qui dirige des communes. Et il est temps que tous les gens qui s'engagent en politique sachent que la politique, c'est une course de fond. C'est de l'endurance. Avec des pointes de vitesse. Parce que c'est du marathon. Avec des pointes de vitesse quand il y a des élections et tout ça. Ceux qui pensent qu'on entre en politique, on prend le pouvoir, se trompent. Peut-on s'accorder et dire aujourd'hui que l'opposition camerounaise a échoué? L'opposition camerounaise continue à balbutier parce qu'elle n'a pas compris qu'une opposition, ce n'est pas une affaire d'hommes. Ce n'est pas une affaire d'hommes, c'est une affaire d'équipe. Alors, tant que l'opposition camerounaise va restreindre des équipes, va circonscrire des équipes, va toujours penser que c'est l'homme, alors là, il se sera bien trompé. Parce que l'homme, pour combattre un système qui est l'héritage de la colonisation, il faut se lever de bonne heure. Demandons à nos opposants de commencer à conquérir nos jeunes là. Commencez à vous positionner dès maintenant pour avoir des communes. Parce que c'est ça l'avenir du pays. Commencez à vous positionner pour gérer des communes. Ce sont ces communes et les régions qui vous bâtiront le Cameroun de demain. Nous allons aussi avoir un pays où, parce que vous avez bien travaillé à la base, on peut vous admettre au sommet. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il y a au moins 4 ans encore pour que ces jeunes commencent à se positionner. Et moi j'ai toujours dit qu'il faut, quand on est dans une commune, il faut déjà commencer à mettre le squelette du prochain conseil. C'est-à-dire avoir déjà des militants qui veulent être conseillers municipaux. 5 ans, 4 ans avant. Pour que, avant 2 ans, que vous sachiez déjà de quoi est faite votre équipe. Si tout le monde, si on se met au travail par rapport à cela, je pense que l'opposition va aller de victoire en victoire. Et à la fin,
il pourra avoir une alternance au sommet. C'est Sambakar, si vous en avez convenance, j'aimerais qu'on revienne un peu sur les résolutions du récent dialogue national. On pourrait s'arrêter sur votre commission. Qu'est-ce qui en est sorti? Il en est sorti justement le statut spécial. Mais ce statut spécial, il faut dire la vérité, c'était un peu à l'arraché. Parce que la défaillance qu'il y a eu par rapport à la tripartite, c'est que dans le grand dialogue, on n'admettait pas que quelqu'un prononce le mot fédéralisme. Or, à la tripartite, ce n'était pas comme ça, on laissait les gens parler. Donc, il fallait trouver quelque chose, mais ne pas parler de fédéralisme. Alors, Dieu merci, il y a le statut spécial. Or, quand on vous dit que vous avez un statut spécial, la première chose, c'est de mettre un contenu dedans. À la réunion où nous étions, au grand dialogue, toutes les parties, n'est-ce pas, du nord-ouest et du sud-ouest n'étaient pas là. C'est une partie qui était là. Les plus radicaux n'étaient pas là. Donc, on ne pouvait pas discuter du contenu là, à cette réunion, puisque cette réunion donnait le mandat au gouvernement d'aller discuter avec ces gens pour mettre un contenu au statut spécial. Mais nous, nous sommes étonnés que la loi qui est sortie est une loi pratiquement générale. Je ne vois pas où est le statut particulier. Le statut particulier, bon, si on veut symboliser, on peut dire que on se rappelle que à l'ancien temps, les Camerounais de la partie francophone roulaient à droite, ceux de partie anglophone roulaient à gauche. On peut donc imaginer, n'est-ce pas, à l'entrée de Mungo, là, n'est-ce pas, un rond-point où dès que tu abordes la partie anglophone, tu commences à rouler à gauche. Ce sont des spécificités. Vous voyez? Il faut une discussion profonde parce que ce qui nous divise n'est pas compliqué à résoudre. Mais il faut dialoguer. La partie anglophone estime qu'on ne veut pas prendre en compte et que nous utilisons la méthode préfectorale, le jacobinisme. Eux, ils ne connaissent pas ça. Il faut donc que nous, de notre côté, qu'on fasse un effort pour comprendre que le logiciel qu'on a formaté pour nous ne passe pas de l'autre côté. Si vous prenez un DVD, vous mettez dans un lecteur CD, il ne va pas lire. Pourtant, le DVD, il est bon. Si vous mettez un CD, ça va lire. Le CD est bon. Donc voilà un problème d'organisation qui demande tout simplement que les gens se parlent et qu'ils essayent de se comprendre. Le culte du dialogue. Le culte du dialogue, pas un dialogue orienté. Dire qu'on a dialogué parce que on vous a dit quelque chose, vous devez accepter. Non, le dialogue, c'est pas ça. C'est-à-dire que le dialogue, c'est les idées, c'est des échanges, et puis un consensus à la fin. Si nous allons sur cet angle-là, le pays va progresser. Mais si nous n'allons pas sur cet angle, seulement le tribalisme exacerbé, moi, je pense que tout ce qui pourra nous sauver, c'est la décentralisation, une vraie décentralisation. Ah, vous entendez parler, c'est Sambakar, on a comme impression que le grand dialogue national récemment tenu à Yaoundé n'était que du vent. Ce n'était pas que du vent. Puisque la crise anglophone jusqu'à aujourd'hui est perdue, elle n'est pas terminée. Il y a des petites erreurs qu'on peut commettre, mais dans l'ensemble, le dialogue était une réussite. Parce que quand vous voyez des gens venir... Une réussite, mais sur le terrain, oui, mais attention. On ne vit pas cette réussite-là. Oui, mais c'est parce que vous n'avez pas su scinder les choses. Le grand dialogue était une réussite. Les gens sont venus pour trouver des solutions au Cameroun et ils ont proposé des solutions. N'oublions pas que pourquoi ce grand dialogue a été comment on dit ça, initié, c'était du fait de la crise anglophone. Tout à fait. On a proposé des solutions. Les reconstructions, toutes ces choses-là, ça a été proposé. C'est visible sur le terrain, ces propositions-là ou ces résolutions? Alors, entre les propositions des gens qui sont venus concevoir une sortie de crise et puis ceux qui sont chargés de l'implémenter, il y a un gap. C'est pour cette raison que vous m'avez posé la question de savoir si la commission dans laquelle j'étais, j'ai commencé à vous répondre. Pour vous dire que ce qui était regrettable, c'est qu'il nous était interdit de prononcer le mot fédéralisme. Vous pouvez tout dire, mais malgré cela, la force et la volonté de sortie de crise a fait en sorte que l'article apparaisse.
Et quand l'article apparaît, la solution est là. Avez-vous l'impression que tous les partis ont pris part à ce grand dialogue national? Non, ceux qui n'ont pas voulu venir ne sont pas venus. Moi, je peux vous dire... Il n'y avait pas une barrière contre certaines personnes? Je ne sais pas, mais moi, je suis arrivé à Yaoundé. Je me suis aperçu que mon nom n'était pas là. Je suis allé au premier ministère. Et puis là-bas, on m'a reçu. Tu étais fait à dessein? Non, je ne sais pas pourquoi mon nom n'était pas là. Parce qu'ils avaient mal organisé. Ils envoyaient les régions. Vous voyez, c'était par région. Non, c'est pas comme ça. Donc, on peut dire que c'était pas bien pensé. Il y a les partis politiques. Non, c'est de la société civile. La société civile, on peut confier ça au gouverneur. Mais les partis politiques, non. Non. Et c'est ça qui a fait défaut. Ce qui fait que quand je suis allé, ben, tout de suite, ça a été corrigé. J'ai pu avoir une accréditation pour 6 personnes. Vous comprenez? Donc, moi, si je n'étais pas parti vers le premier ministère, je serais rentré chez moi, aller dans les chaînes de télévision et les radios, dire que c'était catastrophique, tout ça là. Non, je suis quand même allé me présenter et on m'a servi. Vous comprenez? Donc, je ne peux pas dire que on a refusé que j'aille là-bas. Non. Si j'étais resté là en me disant que je n'ai pas de billet, on a refusé que j'aille, je n'aurais jamais été là-bas. Mais je suis allé et puis j'ai eu, bon, bref, la vérité c'est que, bon, il était question d'y aller, mais d'oublier qu'on était pris en charge. Les autres étaient logés dans leurs hôtels, moi je payais mon hôtel moi-même. Vous comprenez? Donc, cela ne participe-t-il pas de la mauvaise organisation? Non, l'organisation, vous savez... Hein, ou alors il y avait des personnes particulières qui avaient droit à certains avantages et pas d'autres. Vous savez, le Cameroun est... Très compliqué. Il est comme il est. Hein. Mais je pense que le problème, ce n'est pas tellement d'avoir bien ou mal organisé. Le problème, c'est les capacités de rattrapage sur ce qui n'a pas été bien fait. Vous voyez? Je crois qu'à ce niveau-là, comme il y avait la volonté, beaucoup de choses ont été rattrapées. Et finalement, on a eu droit à une... J'attends encore que vous me démontrez l'impact positif de ce grand dialogue national sur le terrain. Je reste avec la crise anglophone. Le problème est, tout le problème est là, parce que ce n'est pas à moi de répondre à cette question. Moi, je dis on a bien travaillé. Les résolutions sont là pour montrer que ça a été bien travaillé. D'où est-ce que ça coïncide selon vous? Mais c'est l'application. L'application, ce n'est plus nous. L'application, ce n'est plus nous. Vous voyez, nous, on a bien travaillé. Les résolutions sont là. Maintenant, c'est le gouvernement qui doit pouvoir mettre en application. Je crois savoir qu'ils sont en train de vouloir mettre en application. Tout ce que je regrette, c'est que c'est encore sur des fonds extérieurs. Pourquoi le Cameroun fonctionne comme ça? J'arrive pas à comprendre. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas faire un plan. C'est pour ça qu'il faut revenir au plan quinquennal. Nous ne pouvons pas financer nous-mêmes nos choses. Même la reconstruction, là, il faut attendre que l'argent vienne d'ailleurs. Mais finalement, nous-mêmes, nous faisons quoi? Parce que moi, j'aimerais savoir qu'est-ce que le Cameroun finance. S'il n'arrive même pas à payer les dettes intérieures des petites et moyennes entreprises. Mais finalement, il fait quoi de l'argent des Camerounais? De moyens donc très profond. Donc, il faut beaucoup plus de transparence. Il faut que tous nos députés qui vont à l'Assemblée, qu'ils soient du parti au pouvoir ou de l'opposition, commencent à bouger. Et pour que cela soit possible, vous l'avez dit, il faut changer le logiciel. Il faut qu'ils comprennent qu'ils ne sont pas des chambres pour l'applaudissement, ceux du parti au pouvoir, et qu'ils respectent à ce titre les députés de l'opposition. Parce qu'il n'y a que eux qui pourront, dans ces conditions, apporter un contrepoids et amener à ce que l'exécutif bouge un tout petit peu. Mais si c'est le mépris, parce que les applaudissements sont plus nombreux dans le parti au pouvoir, le pays va tourner en rond. Seyid Sambakar, parlons de l'opposition, peut-être que vous allez vous répéter. Depuis un certain temps, on constate une transhumance politique, beaucoup plus au sein de l'opposition. Peut-être que dans les jours, mois à venir, on verra aussi aller ailleurs. Qu'est-ce qui peut expliquer cette transhumance politique-là? Alors qu'on a besoin d'une opposition forte pour que les choses puissent changer. On a besoin d'une opposition réfléchie.
Pour que l'opposition soit forte, il faut qu'elle soit plus réfléchie. Il faut qu'elle soit plus dynamique. Et il faut qu'elle travaille. L'opposition ne doit pas vivre de Congo-ça. L'opposition doit travailler. L'opposition doit avoir ses spécialistes. L'opposition doit avoir son laboratoire. On ne peut pas être un contrepoids si on n'a pas des propositions alternatives crédibles. Et pour les avoir, il faut travailler. Et pour qu'elles adhèrent la majorité, il faut travailler ensemble. Il faut travailler ensemble. Parce que depuis 30 ans, l'opposition et les Camerounais cherchent comment arriver à une alternance. Et depuis 30 ans, ce n'est pas possible. Mais ils ne se sont jamais posé la question de savoir s'il ne faut pas changer de paradigme et de voir la chose autrement. Comment est-ce qu'on peut y arriver? C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que l'opposition gagnerait à prendre position dans les communes. Ça, c'est la première étape d'une opposition sérieuse qui veut aller conquérir le pouvoir suprême. Parce que le pouvoir suprême que vous voyez marche avec, n'est-ce pas, comment j'ai appelé ça tout à l'heure, avec le système. Avec le système. Vous voyez les gens du RDPC, devant l'administration, ils ne sont rien, parce que c'est l'administration qui les fabrique. Bon, maintenant, si nous voulons avancer, nous devons travailler au niveau des communes. Les Camerounais doivent s'engager. Il y a des Camerounais dans les quartiers qui ont des capacités à devenir des maires, hein, à devenir des conseillers municipaux et tout cela. Ils ne doivent pas attendre à la fin pour que les partis politiques viennent le faire la cour. Il faut commencer à travailler maintenant. Donc c'est très important de changer de paradigme et de voir que l'opposition échoue parce que l'opposition refuse de contourner la colline. L'opposition veut percer la colline pour se retrouver de l'autre côté. Et ce n'est pas possible. Et c'est très difficile. Il faut donc que l'opposition pense à contourner. Moi, je me rappelle un des anciens de l'UDC qui n'est plus là, paix à son âme, qui me disait, pour faire tomber le baobab, il ne faut pas prendre des haches et tout ça là, commencer à frapper dans la journée. Il faut plutôt prendre les charbons ardents, les mettre sur les racines de baobab, les couvrir. Le jour où le baobab va tomber, beaucoup de gens vont s'étonner. Mais c'est parce qu'il faut faire un travail en profondeur. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est la même chose qu'il faut pour l'opposition. Nous passons notre temps à parler de tribus, à parler de ceci. Ah, l'autre c'est comme ça, l'autre partie c'est comme ça. Non. Pour réussir, il faut travailler sur des projets. Il faut atteindre les objectifs. Ces objectifs doivent être partagés. Et ces objectifs ne doivent pas être des objectifs égoïstes. Ça doit être des objectifs qui visent, n'est-ce pas, à ce que c'est tout le pays qui en bénéficie. Si nous travaillons comme ça, nous sommes de vrais hommes politiques. Et si nous sommes de vrais hommes politiques, il n'y a pas de raison que le contre-pouvoir ne soit pas fort. Et il n'y a pas de raison que l'alternance n'arrive pas. Alors, puisqu'on parle d'hommes politiques, que vous inspire l'homme politique et chef de l'État Paul Biya? Je vous ai dit que le chef de l'État Paul Biya, c'est une institution. C'est une institution. Le chef de l'État ne peut pas détester son pays. Vous comprenez? Mais il peut être dépassé par le système. Parce que c'est l'impression que nous avons. Et nous disons que le problème n'est pas le chef de l'État. Le problème, c'est le système. Parce qu'on met n'importe qui là-bas, avec le même système, il va avoir des difficultés. Il va avoir des difficultés parce que les habitudes se sont ancrées. Maintenant, il faut une volonté communautaire. Il faut que nous commencions à enseigner certaines valeurs dans l'école de l'administration si on ne la fait pas éclater, parce que ce sont les fonctionnaires qui tiennent le pays, qu'on ne vous trompe pas. Ce sont ces fonctionnaires-là. Et c'est très très difficile que quelqu'un arrive, ils se disent que je vais remplacer le président Paul Biya et je vais faire beaucoup mieux, parce qu'il va faire avec qui? Avec ce système? Non. C'est pour cette raison que j'ai dit, si nous avions bien modulé la base, pendant qu'on essaye de changer le système, au moins qu'on soit sûr que nos communes fonctionnent, qu'elles ont des moyens et que les populations ne souffrent pas. C'est ça qui est le plus important. Le système, on va le changer parce qu'on va faire des réformes,
on va faire des états généraux de tous les secteurs de l'administration, on va mettre en place de nouveaux mécanismes, on va mettre en place des valeurs comme l'éthique, hein, qui vont permettre que les fonctionnaires, ils seront bien payés. Ils seront bien payés parce que le Cameroun est riche. Vous voyez les détournements qu'on fait. On vous dit qu'au Sénat, c'était comme ça, on a détourné l'argent. Si les Camerounais fonctionnaires étaient bien payés, ben, ça nous amènerait à moins de corruption. Donc tout ça, c'est à revoir. C'est pour ça que je parle de logiciel. Mais c'est un travail fort, mais commençons par la base. Nous, partis de l'opposition, quelle est la contribution que nous pouvons apporter à notre pays? C'est déjà de commencer à travailler au niveau de la base, d'amoindrir les souffrances des Camerounais en étant des maires, n'est-ce pas, et en étant des conseillers municipaux qui puissent apporter quelque chose de plus à nos populations. Transformons nos mairies en de véritables entreprises, n'est-ce pas, qui sont partie prenante dans la vie active avec les populations. Et je pense que les choses vont aller crescendo. Deux fronts. Le front population au niveau de la base. L'autre front, c'est à l'Assemblée nationale où les lois sont votées. Ça, c'est le deuxième front. Et c'est celui-là qui est un peu plus difficile. Il faut que les élus, même s'ils sont du RDPC, commencent à se poser des questions et savoir pourquoi ils sont là-bas. Et travaillent pour le bien-être des Camerounais. Donc si on attaque les deux fronts séparément, je pense que c'est ça qui est le plus important, étant entendu que le président de la République, il n'y a qu'un seul fauteuil pour 25 millions de Camerounais. Et si on commence 25 millions de Camerounais à chercher le même fauteuil, on va perdre notre temps pour rien. Et revenons quelques mois en arrière pour parler des municipales et législatives. De quand vite fait de penser que vous pourriez grappiller un poste de conseiller municipal parce que vous étiez candidat, ou alors des députés parce que vous étiez également candidat. Êtes-vous déçu du résultat? Ce que je dois dire, c'est que les populations qui m'ont voté, je leur dis d'abord merci et ils ne doivent pas être déçus parce que j'avais gagné. Je devrais être à l'Assemblée nationale. Et qu'est-ce qui s'est passé? Mais ce qui s'est passé, vous le savez. Non, je ne sais rien. Vous le savez. Moi, vous savez ce qui s'est passé. Je sais rien. On a transformé les résultats. C'est pour ça que je pose la question. On a transformé les résultats dans l'une, on a fait des bourrages, etc. etc. Mais ceux qui sont supposés avoir gagné, ceux qui sont supposés avoir gagné, je vous le dis, et c'est connu, et je l'ai dit dès le lendemain, parce que nous avons fait un travail formidable. Les populations nous ont aimés. Les populations nous ont adoubés. Les populations ont compris notre message. Ce n'était pas un message des égoïstes. C'était un message de générosité. C'était un message d'implication de chacun pour le développement de sa commune, pour le développement de son pays. Ils ont bien compris. Mais ils ne doivent pas être découragés parce que les chiffres que j'ai eus sont des chiffres qui devaient, tout au moins, m'amener à un poste de député. Mais ça n'a pas été le cas. Nous savons pourquoi. Nous n'en faisons pas une maladie. Parce que la vérité, c'est qu'il faut rassurer cet électorat. Ils vont grandir chaque jour davantage parce que la vraie vie, celle du droit au bonheur, c'est celle-là qui intègre chaque Camerounais à plus de responsabilités. Et c'est ça que nous sommes allés sur le terrain enseigner à ces populations qui nous ont très bien accueillis, qui nous ont adoubés. Et ce n'est qu'une partie remise. Je vous ai dit que la politique, c'est une course de fond avec des pointes de vitesse. La pointe de vitesse prochaine, ce sera la bonne. Oui, parce que nous allons tenir compte de beaucoup de choses, de la masse critique. Parce que pour gagner des élections, notamment à Douala Premier, il faut déjà les gagner. Et à cela, il faut ajouter la masse critique pour que les fraudes, qui sont multiples, ne viennent pas effacer votre victoire. Peut-être qu'il m'a manqué la masse critique. Pourquoi il m'a manqué la masse critique? Je suis encore en train d'étudier cela, mais j'avais gagné. Ouais. Alors, au regard de ce qui sévit actuellement au sein de l'UDC, est-il possible de voir Cyril Sambaka rallier un autre parti politique? Je vous ai dit que rien n'est impossible en politique. Tout est sur la table. La seule chose pour laquelle je peux jurer, c'est que la politique que j'ai apprise à côté d'Adamou Damdjoula, c'est celle que je vais maintenir.
peu importe le véhicule. Vous faites déjà jarrer par certains partis politiques? Vous allez me prendre, comment on dit ça? Vous pensez que Sam Mbaka, on annonce qu'il est en difficulté dans son parti politique? Non. La question, je la pose pas est-ce Nielo, c'est parce que... non, c'est... On a quand même eu vent de ce qu'il y a déjà certains partis politiques qui ont commencé à vous approcher. C'est toutes les 2 heures que je reçois des coups de fil. Quel parti politique, par exemple? Je ne peux pas vous le dire. Parce que je n'ai pas quitté l'UDC. Je ne peux pas vous le dire. Je ne peux pas vous dire les conversations que j'ai avec les uns et les autres. J'ai des conversations chaque jour. On peut quand même s'inspirer des alliances qu'il y a eu lors des municipales législatives pour voir de quel parti politique il s'agit. Non. Vous ne pourrez pas, parce que je ne suis pas arrivé à cette situation qui doit me faire réfléchir par rapport à cela. Je suis encore dans l'UDC. Mais on retient quand même qu'il est possible que vous quittiez le navire. Ce qui est sûr, c'est que j'ai quelque chose à apporter. Je véhicule quelque chose. Ce n'est pas pour rien que les gens sont d'accord avec moi. Les gens ne sont pas d'accord. Parce qu'ils savent que je ne joue pas au faux. Et je n'ai jamais été faux. L'égoïsme, c'est quelque chose... J'ai horreur de cela. Donc, moi, je dis, ma façon de prendre la politique, j'ai quand même des choses sur lesquelles je ne peux pas transiger. C'est-à-dire que mettre l'être humain au centre de toutes nos préoccupations, n'est-ce pas? Avoir une politique humanisante. Quand tout ça est réuni, plus il y aura des véhicules qui vont véhiculer cela, mieux ce sera pour le Cameroun. Parce que jusqu'à présent, les gens ont tendance à circonscrire les partis politiques dans des zones, dans des régions, dans des départements, etc. etc. Bon, maintenant, si chaque département, si on avait adopté cette habitude et que chaque département avait son parti politique, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on regarderait? On regardait le contenu. Qu'est-ce que vous nous proposez? Vous voyez? Donc, nous n'avons pas encore atteint le niveau où on doit faire la bonne politique, celle qui doit faire prospérer le pays. Nous sommes encore à regarder à des détails qui n'ont pas lieu d'être quand la politique elle-même va s'installer. Elle n'est pas encore installée au Cameroun. Nous vivons encore sur les ethnies, nous vivons encore sur les personnes, nous ne vivons pas sur les idées, parce que les idées, elles n'ont pas de frontières. Vous voyez? Quand une idée est bonne, elle peut traverser les océans, elle peut traverser les mers. Alors, décrivez-nous en peu de mots le type de relation qui existait entre vous et le défunt président fondateur Adamou Dame-Djoya. Ben, je peux même vous donner une anecdote. Allez-y. Parce que quand mon père vivait encore, le docteur Adamou Dame-Djoya, quand il venait à Douala, un jour il m'a demandé, je sais pas, on discutait, et je lui ai parlé de mon père, il me dit, ah, votre père est encore vivant? Je dis oui. Voilà, il a été parmi les précurseurs de la douane camerounaise, comme ça, et tout. Il m'a dit qu'il aimerait bien le rencontrer. Je l'ai amené chez mon père. J'ai appelé mon père au téléphone. Je lui ai dit, je suis avec le docteur Adamou Dame-Djoya. Et il voudrait bien que vous discutiez un peu et tout. Il me dit, ah, mais c'est une très très bonne chose. C'est une très très bonne chose. Je l'attends quand il veut. Moi, je suis à la maison, je ne sors plus. Il était à la retraite. Et j'ai donc amené le docteur Adamou Dame-Djoya là-bas. La première chose que mon père me dit, oui, ben tu m'as dit que j'allais recevoir le docteur Adamou Dame-Djoya. Qu'est-ce que tu fais à côté de nous? Laisse-nous causer. Vous voyez, j'étais avec 2 ou 3 militants. Nous sommes donc allés à la véranda. Et ils sont restés causer. Et j'ai été surpris qu'une autre fois, le docteur Adamou Dame-Djoya m'a dit, je n'avais pas terminé avec votre père, donc je voudrais aller le rencontrer. On est repartis. Ils ont causé encore sans moi. Ils tenaient absolument à parler sans moi et tout. C'est après que, bon, un jour le docteur Adamou Dame-Djoya m'a dit qu'il a pris des engagements vis-à-vis de moi, à mon père, et il a promis à mon père de bien m'encadrer parce que mon père avait constaté que depuis que je suis à l'UDC et avec lui, j'ai changé ma façon de prendre les choses. Je suis devenu beaucoup plus humaniste et autres. Donc il tenait absolument à
avoir des discussions avec le docteur Adamou Ndamjoya, déjà pour lui dire merci, et ensuite pour lui dire je te confie mon fils. Donc si vous voyez très bien ce que ça veut dire, vous avez tout compris. Donc une relation père-fils. Vous avez tout compris. D'accord. Alors on s'achemine inexorablement vers la fin de cet entretien. Quand Cyril Sambaka ne fait pas de la politique, qu'est-ce qu'il fait? Bon, disons que vous savez très bien que moi j'ai quelque chose à Bonabéry où on chante. J'ai un orchestre formidable, tout le monde apprécie. C'est dommage que beaucoup de gens ne viennent pas découvrir encore. Mais c'est la détente, ça déstresse. Je crois que c'est quelque chose de fondamental et de très important. Maintenant, à côté de ça, vous allez me demander si je fais la cuisine parce que j'ai un restaurant. Non, je ne sais pas faire la cuisine, mais je sais apprécier la bonne cuisine de mes cuisiniers. Oui. Et ce talent-là part d'où? Ben, disons que très jeune, j'ai beaucoup aimé un certain nombre de choses parce que je vous ai dit, je suis entré dans l'école de la vie assez jeune. Donc, j'ai aimé un certain nombre de choses. Si j'étais encore plus jeune, peut-être même que j'aurais eu une boîte de nuit. Mais non, je préfère, n'est-ce pas, un restaurant avec un cabaret qui puisse permettre aux gens de... Moi, j'aime voir les gens heureux. J'aime sentir le bonheur. Et je me bats pour que quand vous arriviez chez moi, que ce bonheur, vous puissiez l'avoir. Vous parlez de cabaret, qui dit cabaret dit aussi musique, interprétation en live. Tout à fait. J'imagine que très bons chanteurs, j'ai de très bons musiciens. J'imagine que vous aussi, vous connaissez en musique. Non, par contre, je reçois de temps en temps, n'est-ce pas, très souvent même, l'honorable Nietzsche, qui vient chanter, qui vient jouer à la guitare. Donc, il n'est pas le seul. Je peux même vous dire que Messanga Yamdi vient souvent chanter. Donc, il y a beaucoup d'hommes politiques qui, quand ils sont de passage là-bas, se distraient. Oui. Y a-t-il une musique que vous raffolez de plus belle? Depuis longtemps, j'ai toujours aimé la musique, même si je ne suis pas un chanteur. D'ailleurs, mes musiciens me reprochent ça. Ils veulent absolument qu'on commence bientôt à faire des entraînements pour que je puisse chanter. Quelqu'un m'a soufflé à l'oreille que vous aimiez beaucoup l'artiste de reggaeton mémoire, Manu Dibango. Y a-t-il une chanson, l'une de ces chansons que vous pouvez mimer? Ben, disons que de temps en temps, il m'est arrivé de chanter Somaloba, Somaloba, Obente da la Bounya et Somaloba. Mais il y a une autre petite chanson que j'ai connue à l'époque, il y a très longtemps. Toujours de dans les matinées des jeunes. Toujours de Manu Dibango? Non, c'était une chanson française. On peut l'animer? Tu me dis le dimanche, nous ne sortirons pas ensemble. Crois-tu que tu peux continuer à me cacher la vérité? Petite fille, c'est lui ou c'est moi. On ne joue pas deux amours à la fois. Choisis celui que tu voudras, mais moi je ne partage pas. Petite fille, c'est lui ou... Vous pouvez vous imaginer à cette époque de la jeunesse, n'est-ce pas? C'était une chanson qui passait beaucoup parce que les gens se disputaient des copines et tout ça là. Donc c'était une chanson qui était venue à propos, c'est dans les années 76. Vous la chantiez aussi à cette époque, cette chanson? Dans les années 76. Je l'ai bien retenue, tout le monde connaissait ses paroles à l'époque. Parce que, ma foi, tout le monde était confronté à ce genre de problème. Donc j'imagine les filles ne vous résistez pas lorsque... Non, c'est vrai que ma femme me dit de temps en temps que j'ai encore de beaux restes, mais j'ai été un garçon qui était un beau garçon. Ça, vous pouvez compter sur ça. Bon dragueur aussi. Ma mère même m'appelait, vous savez, à l'époque, elle disait que quand je suis né, c'était comme un Antillais. Parce qu'à leur époque, là-bas, les Antillais, c'était des gens qui avaient les cheveux un peu frisés, qui avaient un teint... bon, mais les problèmes de la vie. Beau garçon et bon dragueur aussi. Non, vous savez, quand vous étiez à cette époque-là, beau garçon, vous n'avez pas besoin d'être un grand dragueur. Hein, parce qu'il y avait les tours américains. Dans les surprises parties, il y avait les tours américains. Cyril Sambaka, y a-t-il quelque chose dont vous aimeriez parler et qu'on n'a pas abordé au cours de cette émission, puisque c'est quasiment terminé? Oui, pas grand-chose. Je pense que nous avons fait le tour d'un certain nombre de choses, mais ce que je voudrais dire, c'est que nous avons un pays formidable. Nous avons un héritage de la colonisation qui ne nous fait pas du bien.
c'est nous tous qui devons nous engager pour changer cela, parce que les ressources humaines, il y en a. Le problème, c'est la volonté d'aller vers un succès collectif, un bonheur collectif. C'est ça qui est important. Et pour qu'on y en arrive, il faut bien qu'on puisse intégrer tout le monde, que nous apprenions désormais à travailler ensemble. Les individualités, c'est une bonne chose, mais il faut mettre à côté de cela le collectif. Si au Cameroun, nous apprenons à jouer collectif, alors nous allons tous gagner. C'est le pays qui va gagner. Nous remercions toutes les énergies mobilisées pour cette émission. Eric Ngando qui a assuré la réalisation et également Zipierre qui était au niveau du son. Cyril Sambaka, merci d'être passé par ici aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie. Je serai toujours à votre disposition. Nous n'en doutons pas. Prochain rendez-vous jeudi, lorsqu'il sera 21h sur Spectrum Télévision. Mesdames, Messieurs, restez fidèles. Nos programmes se poursuivent. Bien le bonsoir.